Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast How About to Skiff. Et je suis pas seul ce soir, je vais le faire rentrer de suite. Et bonsoir Elvin, comment tu vas? Salut, ça va, pleine forme. On est un petit peu en retard pour notre épisode défensif sur la free agency parce que on ne sait jamais. Brett Veach pouvait nous sortir encore des derniers moves de dernière minute juste avant la draft, mais voilà, on est au rendez-vous, prêt à en parler quoi, de tous ces mouvements d'intersaison. Et toi, la forme? Ouais, ça va. Non, puis il faut dire qu'on n'arrive pas à mettre les agendas en commun, c'est très compliqué en ce moment. Et puis en plus, Emilien devait être avec nous, gros problème de téléphone, il peut pas être là, donc ça nous embête vraiment. On a attendu le maximum, mais bon, c'est pas grave. Au pire, on refera un épisode où on va voir comment on peut meubler aujourd'hui. Donc, on va vous présenter la free agency du côté défensif. On passe tout de suite, je passe un peu tous les noms et ce que je te propose, c'est qu'on échange dessus et après on revient un peu plus concrètement sur la partie D-line, si on peut linebacker et defensive back, suivant le temps que l'on a, parce qu'on a un temps restreint ce soir, aujourd'hui du moins, et sinon on fera un autre épisode. Voilà, ça comme ça pour et ça permet d'avoir un petit épisode avant la draft au niveau de la free agency défensif. Donc on y va. Elvin, les départs. Donc Josh Uche est parti. Je vais mettre, mince, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop, c'est plus facile comme ça. Direction les Eagles, donc le Edge qui avait signé des Patriots juste pendant l'intersaison, du moins pendant la saison avec nous. Et il est déjà parti. Direction les Eagles. Il n'a jamais joué avec nous. Voilà. C'est simple. Deshaun Watson a bien mérité son contrat. Direction les Panthers pour lui, donc c'est très bien pour lui. Il nous a fait une saison de fou. Mais une saison de fou, je crois que c'était le meilleur saqueur de l'équipe, si je ne me trompe pas, sur notre côté défensif. Donc, d'accord. Donc, si je ne me trompe pas, au niveau des stats, il me semblait que c'est pas loin d'être notre meilleur saqueur. Ouais, l'un de nos meilleurs saqueurs de la D-line. On enchaîne. Justin Reed qui me brise le cœur d'être parti chez les Saints. Voilà, donc on perd notre safety titulaire qui était là depuis 4 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il a remplacé Terry Matthew, quoi. Exactement. Et exactement le même chemin que les deux. C'est-à-dire Terry Matthew qui venait des Texans et venu chez nous pendant 4 ans. Terry Matthew, il venait pas des Cardinals? Il joue aux Texans quand on l'a signé. Il est venu des Texans. Non, il venait de Houston. Et puis il est venu chez nous et pendant 4 ans. Et après, il part aux Saints. Justin Reed venait des Texans. Il est venu chez nous pendant 4 ans. Il part aux Saints. Les deux repartent avec des bagues. Donc bon. De rien, merci pour tout Justin Reed, merci pour tous tes services. C'est sûr. On enchaîne. Derek Nady est parti chez les Jets aussi sur la D-line. Donc lui, c'était un genre de turnover. Ah oui, en effet, il a fait une saison chez les Texans et après il est arrivé chez nous. Exact. C'est ça. Il a une meilleure mémoire que moi. Derek Nady, on en parlera un petit peu quand on parlera de la signature de Mike Pennel parce que c'est un peu le même type de joueur, mais son
usage était vraiment, avait vraiment baissé cette saison. Donc, on en parlera un petit peu. Mais ouais, non, bon, c'est nous qui l'avons drafté. Il a été bon au début de son contrat rookie. Après, on l'a signé sur 2 contrats de 1 an. Bon, c'est un defensive tackle qu'il a pour défendre la course, mais c'était pas, voilà, c'était le bon moment pour qu'il aille voir ailleurs aussi, quoi. Merci pour tout, Derek Nally. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a très bien fait qu'on a eu besoin de lui. Donc, on lui souhaite bonne continuation. Tout de suite, petite promo. Vous pouvez suivre le compte du podcast sur HBTCFR sur Twitter. N'hésitez pas à venir nous follow. Et puis, le compte de l'association Kiff France. Ça, vous le verrez défiler pendant l'épisode ou je vous le mettrai dans la description en lien du podcast. On enchaîne. On a re-signé ce coup-ci. On va partir du côté des re-signatures. On a signé donc Charles Omenihu sur la D-line. On a re-signé Mac Pennel, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Voilà, on avait besoin de re-signer des gens. Ils ont été re-signés. On en reparle. On y viendra après plus concrètement. Hein. Ensuite, on a re-signé. Donc, on a signé Nick Bolton. On lui a proposé un contrat de 3 ans, 45 millions, dont 30 millions garantis, si je ne me trompe pas sur les chiffres. Ensuite, on a en provenance des Chargers, là c'est un ajout vraiment que j'adore, Christian Felton, le cornerback, on le signe pour 2 ans, 20 millions, 15 millions garantis. C'est vraiment un ajout que j'aime plutôt bien sur nos corners et ça va nous apporter vraiment du plus. On a signé aussi Marlon Tupulutu, le defensive line. Re-signé. Re-signé. Voilà, il aurait dû être avec les autres, mais vu qu'il avait signé lui avant tous les autres, donc c'est pour ça que je l'avais. Ou s'il a signé après, je ne sais plus dans quel ordre, mais voilà. Ouais, non, en fait, c'est un joueur qui était dans notre practice squad avant, qu'on a pris des Eagles. Et puis, on l'a pas trop vu. On va voir ce qu'on peut faire avec ce joueur-là. Il est encore assez jeune. Il a appris aussi dans une defensive tackle room qui est quand même plutôt de qualité aux Eagles. Donc, à voir. On n'a rien vu tellement avec nous, mais c'est prometteur. Exactement. Donc maintenant, on va partir vraiment concrètement, on va partir vraiment dans le monde de la D-line avec Elvin. Petit jingle transition et on enchaîne. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Merci Travis, c'est toujours incroyable de t'avoir parmi nous. Elvin, je vais te citer. Je sais pas qui c'est le petit rire derrière juste à la fin de l'extrait. Je me demande si c'est lui ou si c'est un autre joueur à côté de lui. Il faudrait que je regarde la vidéo. On enchaîne Elvin et puis je vais te donner les joueurs qui composent la ligne. Donc je vais te citer tous ceux qui sont là. Et toi, tu reviens et tu nous dis un peu ce que tu en penses avec les départs et les arrivées. Donc, sur la D-line, George Karlaftis, Chris Jones, Jerry Tillery, Mike Dana. Ensuite, on a Charles Omenihu, Marlon Tupulutu, Mike Pennel, Félix Anodike-Uzuma, Malik Herning, Fabian Lovett, Bijan Thompson, Siaki Ika. Voilà ce qui compose, on va dire, la D-line au complet. Pour toi, Elvin, avec les départs et les re-signatures, parce qu'on n'a pas eu spécialement d'arrivée. Hein, donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi? Ouais, on va quand même se mettre d'accord pour dire que notre pass rush à 4 était quand même problématique. Enfin, je veux dire, mais il ne causait pas beaucoup de pression, encore moins de sacs, bizarrement, alors qu'il y a 2 ans, on était vraiment pas mal au niveau des sacs. Grosse saison de Karlaftis à ce niveau-là. Mais c'est problématique. Enfin, on jouait contre des équipes qui avaient pour habitude pour réputation d'avoir des mauvaises lignes offensives, on en a eu. Et nous, on était, même devant ça, on ne brillait pas non plus en mettant une pression incroyable, quoi. Donc, il fallait faire quelque chose sur ce foreman pass rush. Les signatures ou re-signatures qu'on a faites, elles ne changent pas fondamentalement la composition de notre pass rush à 4. Voilà, on va se mettre d'accord là-dessus. Après, je pense que Brett Veach et le front développement de certains joueurs, sur peut-être aussi, on va revenir
en détail, mais peut-être voir des joueurs qu'on n'a pas vu autant dans les années précédentes, au moins voir l'étendue de leur capacité. Mais il va falloir adresser ça à la draft aussi assez tôt. Mais dans tous les cas, tu peux pas transformer non plus une room du tout au tout comme ça. Il te faut un petit peu de continuité quand même. Il faut pas croire que parce que c'est la défense, il n'y a pas des systèmes à apprendre, il n'y a pas des playbooks à connaître. Donc du coup, il faut au moins des corps, tu vois. Il faut au moins des joueurs, des mecs qui jouent, quoi. Et vu ce qu'il y avait en free agency, bah, je trouve qu'elle est assez, ces signatures sont assez cohérentes. Si on commence par exemple, à parler de Charles Mayhew, j'ai trouvé notre front office plutôt discipliné. C'est-à-dire que ils se sont pas précipités pour le re-signer tout de suite. Tu vois, au Mayhew, il y avait une ligne de salaire à ne pas dépasser et ils s'y sont tenus. Ils auraient pu se dire, au Mayhew, on a en tête de le re-signer, on va le re-signer tout de suite. Non, ils l'ont laissé tester le marché. Je pense que Charles Mayhew, il s'attendait à avoir plus ou avoir des offres plus hautes que ce qu'il a eu. Et bah, il a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Et donc, du coup, il est revenu chez nous. Mais j'ai bien aimé le fait que voilà, notre front office a été discipliné au niveau de la signature. Ils ne sont pas précipités pour signer un mec ou re-signer en l'occurrence avec Charles Mayhew. Et donc, du coup, on repart encore sur, à mon avis, un contrat. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête sur ce que Mayhew a signé, mais je pense que ça va être assez similaire à ce qu'il avait déjà signé. Mais on part sur un contrat quand même pour une position premium qui coûte cher, encore très intéressant. Moi, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais je vais te dire pourquoi j'étais très content de cette continuité avec Mayhew. Donc, on a dit déjà, il fallait quelqu'un. Il faut bien, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas partir avec deux defensive ends, McDonough et Karlaftis, et un mec qu'on voit à peine, Félix Emeute-Uzama. Tu peux pas partir juste avec ça sur une saison. Donc, il fallait un mec qui connaisse le système, qui puisse assurer sur les trois d'armes. Moi, ce que j'aime bien, il faut savoir que Charles Mayhew, il est encore jeune, hein, il n'a que 27 ans. On a entendu parler de lui pendant un moment parce qu'il est déjà sorti de son contrat rookie. Voilà, il est allé dans plusieurs équipes déjà, mais il n'a que 27 ans. C'est un joueur qui a été drafté assez jeune. C'est un profil qui est idéal pour les profils de edge, de defensive end que Steve Spagnuolo affectionne. Il est plutôt grand. Voilà, 280 livres, donc c'est plutôt solide, quoi. Il défend bien la course. Je sais qu'on parle beaucoup du pass rush, mais c'est quelqu'un qui, j'en ai parlé quand on parlait des prospects, mais c'est quelqu'un qui set bien l'edge, donc qui contrôle bien son couloir quand il faut défendre la course. Il se fait pas écraser par les tackles offensifs en face, donc c'est plutôt positif là-dessus. Et puis, en ce qui concerne son apport sur le pass rush, bon, en 2024, on va pas se mentir, il est jamais, d'ailleurs il l'a dit lui-même, hein, il est jamais revenu de sa blessure à 100%. C'est-à-dire qu'il se blesse en 2024, il joue, je crois, peut-être 6 matchs avec nous, il fait quoi, un sac, enfin bon, on le voit pas beaucoup en fait, mais il est jamais revenu à 100% en 2024. En 2023, quand on le signe, par contre, c'est un joueur qui arrive, on arrive à le signer un peu moins cher parce qu'il était suspendu. Donc, il te fait que 11 matchs en 2023. Et en 2023, dans un nouveau système qu'il découvrait, il te fait 7 sacs, dont 2 strip sacks. Strip sack, ça veut dire qu'il fait fumble le quarterback adverse et c'est récupéré en plus par notre équipe. Donc, il te fait 7 sacs en 11 matchs. Si tu mets ça sur une saison, 7 sacs en 11 matchs, ça équivaut à peu près à 11 sacs. Tu me dis qu'on peut obtenir un defensive end qui défend bien la course, qui a une bonne endurance, un bon moteur, c'est-à-dire qu'il peut tenir les 4 cartons sans problème, et qui peut te fournir comme ils disent, double digit sacks, donc plus de 10 sacks sur une saison, et à moins de 10 millions par an. Pour moi, c'est une super affaire, quoi. Donc, est-ce qu'il va répéter cette saison 2023 où il a été excellent à la fois sur son jeu de course et sur sa complémentarité avec Chris Jones qui, en D-tackle, voilà, il freestyle un petit peu. Donc, il faut quand même quelqu'un qui puisse être discipliné dans ses couloirs de pass rush et qui ne va pas se jeter et changer de gap
et qui laisserait un boulevard pour, par exemple, un quarterback qui serait capable de courir. Est-ce qu'il va garder ce niveau-là? C'est ce qu'on espère, en fait, quoi. Et lui, je pense que pourquoi est-ce qu'il re-signe avec nous que pour un an? Parce que lui, il se voit comme étant un defensive end qui peut signer un contrat à 20 millions. Et peut-être qu'il peut aller chercher ça, mais pour qu'il le montre à la ligue, il faut qu'il puisse jouer une saison entière et qu'il te ressorte encore une saison à plus de 10 sacs. Donc, moi, j'ai envie de voir ça. Il faut savoir qu'il a quand même une bonne polyvalence aussi, inside-outside. Donc, on sait que Spags aime bien changer, faire rusher nos D-tackles parfois un peu sur l'edge ou faire rusher nos defensive ends à l'intérieur. Un petit peu comme McDonough, sauf que McDonough, j'aime bien ce joueur, il est discipliné. C'est pas un rusher, quoi. C'est pas un bon pass rusher, McDonough. C'est pas pour ça qu'on le signe, c'est pas pour ça qu'on le paye ce qu'on le paye. Donc, est-ce que, à ton avis, combien de snaps en moyenne, combien de pourcentage de snaps il joue à peu près Charles Omenihu quand il joue? Je sais pas, on l'a pas vu une saison complète, donc j'en sais rien. Ouais, justement, quand on le voit sur une saison complète, tu dirais qu'il joue combien de pourcentage de snaps défensifs? Dans un match, il en joue au moins 65%, au moins. Alors, il n'a jamais joué plus de 57% de snaps en NFL. Ça va, j'en suis pas loin alors. Ça va. Non, mais jamais plus, quoi. Jamais plus. C'est-à-dire que le plus qu'il ait joué de snaps, c'est 57%. C'est-à-dire à peine plus de la moitié de. Ouais. C'est assez. Moi, je t'avoue que j'étais surpris de ce chiffre-là. Je pensais que c'était vraiment notre starter et qu'il jouait beaucoup plus que ça. Et si tu fais la moyenne de son snap pourcentage sur une saison, le maximum qu'il ait fait, c'est 57. Donc, c'est-à-dire c'est ça ou moins, quoi. Bon, je suis d'accord avec toi, avec nous, il a jamais fait une saison entière, mais quand il joue, du coup, jamais plus de 57. Donc, à ton avis, est-ce qu'il va en jouer plus ou il va en jouer moins en 2025 que 57? Je sais pas, ça dépendra. Ça se trouve, il a pas le coffre pour jouer plus. Alors, peut-être c'est une question de coffre, peut-être. Après, moi, je l'ai rarement vu tirer la langue, mais peut-être que c'est ça. Je sais pas, le mec, ça fait depuis 2019 qu'il est dans la ligue. S'il joue pas plus de 57% des snaps, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, quand il était chez 49ers, il s'appelait Nick Bosa. C'est-à-dire que. Houston, c'était JJ Watt alors. C'est ça. C'est qu'il a toujours été entouré de superstars, quoi. Moi, je dis ça, je pense qu'en 2025, il risque de jouer un petit peu plus de snaps. Enfin, je le vois comme ça, moi. Et à qui est-ce qu'il va prendre les snaps? À mon avis, bon, ça va pas être à Félix Enodike-Uzomah, puisqu'il en joue déjà pas beaucoup. Ça va pas être à Karlaftis, puisque c'est un starter indéboulonnable. Je pense qu'on verra un petit peu moins de McDonough, et à mon avis, c'est une bonne chose. On va dire que je tape beaucoup sur McDonough. J'aime bien McDonough, mais McDonough, il est monté jusqu'à 74% de snap en moyenne. Tu peux pas avoir un joueur comme McDonough qui est ton starter à 3/4 de. Enfin, faut pas s'étonner que le foreman pass rush marche pas. Si t'as pas de rusher, t'as pas de rush. Je veux dire, McDonough, c'est pas un pass rusher. C'est quelqu'un qui joue très bien, qui est très complémentaire, qui est complet, mais il est excellent ou très bon dans rien. Il est bon, correct dans tout, mais il est excellent. C'est un joueur de rotation et il faut qu'il reste un joueur de rotation. Donc, si ça peut faire descendre un petit peu les snaps de Dana, moi, je suis assez positif sur cette signature-là de Charles Omenihu. Alors, je suis pas un anti-Charles Omenihu, mais moi, ce qui me gêne par rapport à ça, c'est qu'on re-signe un mec qui a fait une fois 7 sacs en carrière. Une fois. La meilleure saison qu'il fait après c'est 4 sacs et demi, c'est aux 49ers. Sinon, c'est 3 sacs, 4 sacs, 4 sacs et demi, 7 sacs, 1 sac. Et il a 2 saisons donc, où il fait 6 matchs en 2021, 0 sac. Et à San Francisco, il fait 9 matchs où il fait 0 sac. Donc, il est capable aussi, d'un moment donné, de faire des bulles, quoi. Donc, alors après, il faut reprendre. Je ne vais pas taper dessus parce que je ne sais pas exactement quel match il a joué, est-ce qu'il était déjà blessé, je ne sais rien. Hein, donc, je vais pas dire, mais il n'a pas fait des saisons complètes. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Il a fait en carrière qu'une saison complète, c'est à San Francisco en 2022, avant qu'il signe chez nous.
On n'est que sur de la spéculation. Hein. On n'est que sur de la spéculation. Alors, s'il me refait 7 sacs l'année prochaine, bah, c'est très bien. Hein, mais ça sera le minimum que je lui demande. Hein. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, si on a Charles Omenihu qu'on aurait signé à Kansas City, s'il fait en dessous de 10 sacs, pour moi, c'est pas bon. Voilà, faut être clair, c'est pas bon. Alors après, il peut annihiler la course, il peut être très bon. Il a des grands bras, comme tu dis, très souvent. Oui, c'est bien d'avoir tout ça. Hein, mais est-ce que ça va solutionner notre problème? Point d'interrogation. Moi, aujourd'hui, je me base sur des faits. Les faits, c'est que, voilà, est-ce qu'il fera plus de 10 sacs? J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'il fera plus de 7 sacs? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, signer Charles Omenihu, pour moi, il y avait d'autres joueurs sur le marché qu'on aurait pu aller chercher moins cher ou au même prix. Voilà, c'est mon point de vue perso. Mais après, ce n'est que mon point de vue. Je vais pas faire le gars, oh non, machin. Non, voilà, il est là, il est dans le roster. Je serai son premier supporter dès que la saison commence. Là-dessus, on va pas se mentir. Mais voilà, après, il est chez nous. Il a montré une bonne mentalité. C'est aussi important d'avoir un mec qui montre une bonne mentalité. On a bien vu sa déception au Super Bowl cette année. Il était vraiment déçu. C'était peut-être la chance de sa vie d'y aller. Et tu sens que s'il il est revenu chez surtout nous, qu'il n'a pas joué celui de l'année dernière. Il n'a pas joué, il se blesse juste avant. Non, mais ce que je veux dire par là, mais il est champion quand même malgré tout. Mais même, oui, c'est les gens qui jouent sur le terrain, il était dans l'effectif, quoi. Mais c'est pas pareil. Tu peux lui dire ça, mais c'est pas pareil. Hein. Bah ouais, pour un compétiteur, c'est pas pareil. Et on voit sa déception cette année au Super Bowl. On a bien vu que ça l'a miné sur la sideline et tout. On a bien vu le film, on l'a tous vu, on part remuer le couteau dans la plaie. Donc je me dis, voilà. Je peux passer parce que le mec, il a une bonne mentalité et qu'il connaît maintenant le schéma. Ça fait 3 ans qu'il est chez nous. Et je me dis, allez, pourquoi pas. Mais on est d'accord, Elvin, on a fait des mock drafts ensemble. On est presque tous les deux convaincus d'aller chercher presque un pass rusher au premier tour de la draft. Donc, je me dis... Ah, mais bien sûr. Mais il faut les deux. Charles Omenihu... Voilà, je me dis, est-ce que c'est pas... Mais on peut faire apprendre quelqu'un derrière lui. C'est ce que je me dis. Alors, je sais pas. Mais moi, ce qui t'es obligé d'avoir un defensive end. Il faut quand même que tu aies un joueur, quoi. Bien sûr. Je veux dire, imagine, le board tombe, tu vois, tu décides qu'il y a Ebuka qui est disponible, bim, tu prends un super receveur au premier, tu as besoin d'un defensive tackle, tu prends un defensive tackle, et tu vas faire quoi? Moi, j'aurais été chercher aux Giants Biggio Ojulari, j'aurais été le chercher 100 fois, une machine à saquer. Bien sûr qu'il n'est pas... Aziz Ojulari. Non, c'est Biggio Ojulari. Aziz, il joue Aziz Ojulari, c'est pas celui qui joue au Texan? Non, Aziz Ojulari, c'est celui qui était disponible. D'accord. Biggio Ojulari n'est pas encore disponible. Mais Biggio Ojulari, il est trop léger pour jouer chez nous. C'est celui qui vient LSU, là. Lui, je crois qu'il peut pas. Il est quand même très, très léger. Et d'ailleurs, il a jamais vraiment. Eh bien, si, c'est ce que je dis. Biggio Ojulari qui a signé chez les. Attends, c'est lequel qui a signé chez les Eagles? Je confonds. C'est Aziz Ojulari. Aziz Ojulari. D'accord, ouais, je confonds. Ouais. Voilà. Pour 4 millions. Il part chez les Eagles pour 4 millions. Ouais, c'est ça. Mais Aziz alors, ça a toujours été un spécialiste. Je m'embrouille les pinceaux entre les frères Ojulari. Je confonds avec Aziz Al-Chaïr. Je viens aussi. Hein. Non, mais je confonds avec Aziz Al-Chaïr, moi, des Texans, pardon. Excusez-moi, je mélange un peu les pinceaux. Le linebacker. Le linebacker, voilà. Le linebacker qui s'est fait même sortir 3-4 matchs parce qu'il a mis un attentat sur je sais plus quel QB, sur Trevor Lawrence. Exactement. Donc voilà, j'aurais préféré prendre un Aziz Ojulari qui est déjà, tu vois, 4 saisons en NFL, 22 sacs, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais ça fait pas tant que ça de sacs sur une saison finalement. Non, mais ça fait pour un mec qui peut prendre la course, ça pose problème. Tu vois, il a 22 sacs en 4 saisons. Charles Omenihu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons, il a 19 sacs, quoi. 19 sacs et demi, pardon. Ah mais non, mais faut compter les matchs qu'il joue. Faut compter les matchs qu'il joue parce que
Tu comptes une saison entière alors qu'il Aziz Ochoulari a joué la première saison 17 matchs, la deuxième saison t'as ça 7 aussi, il faut matchs. compter les matchs qu'il joue, mais... La deuxième saison 7 matchs et la troisième saison 11 matchs, la quatrième saison 11 matchs. Il n'a jamais fait une saison entière. Une saison la première. Non, bien sûr. Après, pour le coup, au niveau des blessures, c'est pas un joueur c'était un joueur qui était plutôt en bonne santé jusqu'à ce qu'il se blesse chez nous. Hein. C'est vraiment c'est la suspension qu'il a d'abord mis dedans, quoi. Mais après, pour revenir sur Aziz Ochoulari, moi je l'aimais bien aussi. Attends Elvin, il a fait une saison complète en 7 saisons, hein, Charles Omeniou. Tu peux pas dire non plus que c'est un mec qui est tout le temps en pleine santé, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais alors peut-être que je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'était la suspension d'abord qu'il a chez nous, en tout cas sur les deux saisons. Oui, il avait été suspendu 6 matchs, oui, c'est ça. 6 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. 6 ou 7 matchs. Mais non, juste un petit mot sur Aziz Ochoulari qui était disponible. On en a parlé, on était d'accord là-dessus. C'est que moi, c'est un joueur que j'aime bien pour ce qu'il est capable de proposer sur le pass rush. Après, quand tu te dis que les Giants se séparent d'un joueur en top position premium, tu commences à te méfier un peu, quoi. Tu te dis que c'est peut-être un peu louche, quoi. Après, la deuxième chose, qu'il ne signe que pour 4 millions, tu te dis que c'est encore plus louche pour une position, pour un poste comme ça. Louche. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il peut jouer en pass rush, mais c'est un mec qui est un vrai point faible pour défendre la course. Et ça, on connaît Spags. Le pass rush, ça se mérite. Si tu veux rusher le quarterback, tu dois le mériter. C'est-à-dire que tu dois d'abord montrer que tu es capable d'être bien discipliné, de défendre la course, et après, tu auras droit. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. On ne fonctionne pas en se disant on a des spécialistes. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que la preuve, on sac pas le quarterback adverse. On arrivera à saquer le quarterback adverse, je dis pas le contraire. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut trouver une solution. Ouais. Et je vois pas Charles Omeniou que ça. Non, mais la question, elle se pose, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à trouver une place pour Joshua Uche, par exemple? Joshua Uche, c'est vraiment un pass rush spécialiste, c'est-à-dire qu'il ne défend pas trop la course. On n'a pas réussi à trouver une place. On a tradé pour lui, on a lâché, je crois, un 6e tour pour Joshua Uche. Pour regarder les tapes de Joshua Uche quand il était au Patriots, je crois. C'est un bon pass rusher. Hein. Et ben, on n'a pas réussi à le faire jouer, quoi. Le maximum qu'il ait joué, c'est 7 snaps. Et encore, Spags a fini par le faire jouer inside linebacker, quoi. Il voulait même pas le faire jouer en defensive end chez nous. Donc voilà, c'est la philosophie. Faut l'accepter. C'est comme ça. On ne signe pas de defensive end qui ne sont que des pass rushers. Il faut qu'ils soient capables de défendre la course. Après, voilà, comme tu dis, c'est un pari. On verra. Pour ce qui est de défendre la course, on a aussi gardé du solide, du costaud au centre du terrain. C'est notre bon vieux Mike Pennel qui signe pour un énième contrat de 1 an, vétéran minimum avec nous. Eh ben, je sais pas ce que tu en penses, mais la signature, elle était évidente à partir du moment où Nadi est parti, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut juste des mecs qui puissent jouer defensive tackle. Là, je le dis à chaque épisode, mais il y a une position où on n'est pas prêt à jouer une saison, c'est defensive tackle. On n'a juste pas assez de mecs qui sont capables de jouer des matchs de NFL en defensive tackle. Moi, j'aurais voulu garder Wharton, mais il avait le droit d'aller chercher son gros contrat, mais j'aurais préféré garder Wharton. Wharton sur les 3 que tu cites, j'aurais préféré garder Wharton. On va pas se mentir. Un mec UDFA chez nous. Après, c'est pas le même poste. Hein. C'est pas le même poste. Mike Pennel et Tershawn Wharton, c'est vraiment pas le même poste. C'est-à-dire que Mike Pennel, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Et qui te donne 0 pass rush, Mike Pennel. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour absorber les double teams, pour défendre la course. Et d'ailleurs, je sais pas si. Moi, je n'ai pas vu venir je m'en suis pas rendu compte du départ progressif de Derek Nnadi. Mais Derek Nnadi, il n'a pas joué de la saison, en fait. J'ai regardé ses snaps et en fait, je sais plus quel est le pourcentage de snaps ou le nombre de snaps sur la saison, mais si tu enlèves le match de Denver, le dernier match qui compte un petit peu pour rien, où on a un petit peu fait jouer les backups, et ben en fait, il a pratiquement pas joué. Il n'est pratiquement pas rentré sur le terrain, à part justement pour ce match. Après, il était vraiment considéré comme remplaçant, quoi.
Après, on n'est pas au courant, on les voit pas à l'entraînement, tu sais, des petits bobos, des petits trucs, on n'est pas toujours au courant de tout non plus. Hein, donc, peut-être. après, ça Mais peut dans tous les ça cas, peut c'était arriver notre aussi, hein. obstacle numéro 1. C'était notre obstacle numéro 1, on a dit. Et finalement, Penel, qui est un peu plus âgé, lui est passé devant. Et celui qu'on a décidé de garder, parce que Nadi, il n'a pas signé pour plus que le vétéran minimum non plus. Hein. Bah, celui qu'on a décidé de garder, c'était Mike Penel. Donc, ça veut dire qu'on se dit qu'il peut encore nous. Bah, c'est un mec qui est costaud, quoi. Donc, c'est bien. On avait besoin d'un one-tech no-stackle expérimenté devant Marlon Tuipulotu et Siaki Ika qui ont un peu ce profil-là aussi, quoi. Mais par contre, sur la perte de Wharton, ce qui remplace, mais en fait qui ne remplace pas du tout, je suis d'accord avec toi, c'est la signature de Jerry Tillery, ancien premier tour des Chargers, ancien premier tour, hein. Donc une Veach special, comme on dit. On sait que Brett Veach aime bien signer des anciens premiers tours qui n'ont pas réussi à exploiter ce qu'on envisageait d'eux. Après, il a joué un petit peu aux Raiders et dernièrement aux Vikings. Un joueur de 28 ans, grand. Il est encore il est plus grand que Omeneyu. Je pense qu'il est plus grand que Chris Jones aussi. Donc, il a 6'6", 295 livres. Donc, un petit peu un profil aussi à être polyvalent. Alors, un petit peu outside-inside, pareil. Parce que pareil, sa qualité, c'était d'avoir des longs bras. Donc, en defensive tackle, ça te donne un sacré avantage d'avoir les longs bras. Parce que du coup, tu arrives à poser tes mains avant que les inside offensive linemen puissent, eux, poser leurs mains. Tu vois, parce qu'on sait très bien que les gardes et les centres, ils ont des bras plus courts. Donc, du coup, quand toi, tu es un defensive tackle et que tu as des bras un peu plus longs, et ben, forcément, tu poses tes mains avant. Donc, ça peut être un avantage. Après, ce sera un genre de rotation, pas plus. Hein. Moi, il ne remplace pas Tershawn Wharton. Parce que, de ce que j'ai vu, en tout cas, de Jerry Tillery, ce qu'on imaginait de lui pour qu'il puisse sortir au premier tour, on ne l'a jamais vu en NFL encore. Quoi. Bon, oui. Ça lui de nous le démontrer. Alors moi, pareil, je vais mettre une interrogation. Est-ce que Chris Jones a paralysé sa moins bonne saison? Au niveau sac, oui, il a résilié sa moins bonne saison. Bon, il en a fait 2 la première saison, mais là, il en a fait 5 cette saison. Est-ce qu'on arrive sur, oui, peut-être une légère descente, tout en sachant que ça reste Chris Jones quand même, qui est quand même notre numéro 1 est de très loin au niveau de notre ligne de defensive tackle. Alors, c'est un joueur exceptionnel quand même, mais alors, je suis d'accord avec toi. Comme Kelsey l'année dernière, toi, Kelsey a baissé le niveau. Est-ce que Chris Jones a baissé le niveau aussi? Possible, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où cette saison, Chris Jones, il n'a pas, tu sais, avant, même la saison dernière, hein, il choisissait son match et il te pourrissait le match de A à Z. En face, il pouvait rien faire. Il éteignait l'attaque adverse. Il avait toujours un match comme ça où tu te dis, bah voilà, le match référence. Et à la fin, au 4e quart-temps, il fait son coucou au public et il te fait le dernier sac qui va bien. Là, il n'a pas eu ce match-là. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas choisir son match et te dire, celui-là, je vais les détruire. Il n'a pas eu ça. Est-ce que c'est lié à l'âge? Parce que là, il est quand même à 31 ans, il va sur ses 32. Voilà, il est ou 30, il va sur ses 31, je ne sais plus. Mais voilà, il est du mauvais côté de 30, comme on dit. Il a signé son gros contrat, ou est-ce que c'est lié alors à 2 choses? Un, parce que justement, comme il a signé son gros contrat, il n'est plus en train de chasser les stats et il s'adapte, tu vois, à ce qu'on lui demande de faire. Si on lui demande de contain, il contain et il va pas aller chercher le sac ou la stat à tout prix. Ou la deuxième chose, c'est aussi peut-être l'impact justement de ne pas avoir un Charles Omenihu à côté de lui, parce que on peut pas, tu sais, c'est une symbiose la defensive line, quoi. Tu peux pas en mettre un en enlevant l'autre comme ça. Chris Jones, pourquoi est-ce qu'il te fait une saison excellente en 2023? Parce que Charles Omenihu te fait une très bonne saison et fait un très bon apport aussi, quoi. Donc, et parce que Karlaftis fait le taf aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu un tout. Mais je suis d'accord qu'on a commencé sûrement à voir la petite pente de Chris Jones, même si ça reste encore le meilleur defensive tackle de la ligue. Ça, de toute façon, il y a rien à dire là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur defensive tackle de la ligue depuis qu'Aaron Donald est parti. Mais c'est pour ça qu'on va drafter un defensive tackle, de toute façon. Donc, oui, après, voilà. Alors après, voilà, peut-être après, moi,
Chris Jones, voilà, j'étais mesuré sur lui quand il avait fait ça, quand il avait boudé un peu. L'année dernière, il a fait sa saison. Moi, ce que j'apprécie de Chris Jones, c'est qu'il a toujours cette envie de gagner, quoi. Il est toujours sur la sideline, toujours à enroguer tout le monde, toujours à montrer le bon exemple. C'est un leader. Surtout à parler aux petits jeunes. Tu vois, Karlaftis, on le voit toujours en train à côté de George pendant l'hymne américain, ils sont toujours les deux. George, c'est limite si c'est pas son père spirituel, on va dire, quand tu les écoutes les deux parler, tu sais, t'as l'impression qu'ils sont vachement, je pense qu'ils sont très même complices, potes, très complices. Et j'aime voir ces images-là. Donc voilà, j'espère que Chris Jones nous fera mentir et refera, parce que si on retrouve un Chris Jones à plus de 10 sacs la saison prochaine ou aux alentours des 10 sacs, on sera pas loin d'être encore au Super Bowl. Voilà, c'est tout ce que je dis. Parce que c'est un élément essentiel. Ouais, et tôt. Et on est d'accord, toi et moi, on est d'accord qu'il faut drafter tôt defensive line. Si notre top offensive tackle ne tombe pas, ça au dépend premier. de la draft, comment se déroule la draft. Ça dépend de toute la draft, comment elle se déroule. Il peut y avoir un rush sur les safety en fin de draft. Il peut y avoir un rush sur les running backs aussi qui part et ça te fait descendre des joueurs. Il peut y avoir aussi un rush. On peut voir des cornerbacks monter. On peut voir certains receveurs monter aussi au premier tour. En fin de premier tour, ça peut te faire descendre certains joueurs. On ne sait pas. Et puis peut-être qu'on sera agressif aussi. Peut-être qu'on va remonter dans le top 15 ou dans le top 20 de la draft. On ne sait pas. Où on va reculer. Si on perd le joueur qu'on voulait, on va peut-être reculer. Et ben on aura attendu toute la nuit pour reculer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, j'aurais les boules là. mais non, mais bon. Et puis, je vais revenir vite fait avec toi pour conclure cet épisode, parce qu'on va faire que les D-line sur l'épisode là. Ça, c'est parce que pour faute de temps, et puis au moins ça permet de pas non plus comment on dit, bazarder les autres postes. On va rien zapper, voilà. On va rien zapper. Non, puis comment ça s'appelle quand de bâcler, voilà, j'ai cherché le mot de bâcler le travail, et on me l'a dit. Je ne connais pas ce vocabulaire, je le fais jamais. On me l'a souvent dit à l'école. Yohan, t'as bâclé ton travail. Ouais, je sais. C'était pas mon point fort. Pour ne pas bâcler le travail sur le defensive line, il faut quand même qu'on mentionne cette toute dernière signature. Et heureusement que du coup qu'on a fait notre podcast un peu plus tard. Janarius Robinson. Bon, alors Janarius Robinson, ce sera Special Teams ou alors il sera pas dans le roster. Moi, je voulais pas en parler trop parce que je sais pas trop ce qu'il va apporter, mais à mon avis, au mieux, ça peut être un joueur de rotation, tu vois, un defensive end de rotation qui vient des Raiders. Lui, il a dit qu'il était content de enfin se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il en avait marre de prendre des branlées contre les Chiefs. Il dit maintenant, je serai de l'autre côté, c'est moi qui mettrai les branlées. Donc, rien que de dire ça, il me plaît bien. Il nous donne du fil à retordre tous les ans, les Raiders, quand même. Cette année, on gagne sur vraiment un snap à l'armoire moelleux à la fin, où c'est Nick Bolton qui recouvre le ballon et tout. C'est un truc un peu ouf. Mais... Bah oui, non, mais il faut bien qu'ils disputent leur Super Bowl tous les ans contre nous. Exactement. Moi, je voulais te donner la parole pour conclure cet épisode sur mon chouchou, parce que c'est George. Voilà, même s'il fait pas autant de sacs que je voudrais et tout ça, mais George, il est incroyable. Elvin, il va attaquer sa 4e saison. On peut activer la 5e saison en option. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec George Karlaftis, s'il est en train de péter tout ce qu'il faut péter début de saison? Tu réactives sa 5e année ou tu donnes son contrat en cours d'année? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est très compliqué parce que Karlaftis, tu l'as dit, il doit quand même beaucoup ses stats. Il doit beaucoup ses stats au fait que Chris Jones rush à côté de lui. Stop! Je te coupe! Tu as dit au début de l'épisode, la D-line, c'est une symbiose, c'est tout le monde ensemble. Donc, si tu me le sors pour Charlemagne New, tu ne peux pas me le sortir pour George Karlaftis. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, enchaîne. Non, bien sûr. Mais je voulais dire sur sa... Tu vois, moi, je l'adore Karlaftis, mais c'est juste que du coup, comme il doit ses stats au fait qu'il soit un petit peu à côté de Chris Jones, moi j'ai envie de le garder. C'est un super joueur qui a un super moteur parce que purée, 4e quart-temps, il est encore là à courir partout, c'est impressionnant. Il est hyper jeune, on l'a drafté, il avait à peine 21 ans, donc il est enfin même pas, il n'avait pas 21 ans, donc il est très très jeune, donc ça c'est vraiment très positif. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin de son contrat rookie, il sera plus jeune que des mecs qui se présentent à la draft cette année, quoi.
Donc, ça, c'est quand même hyper positif. Après, on sait que les defensive end, ça coûte cher. Les contrats defensive end, ils partent pour cher. Est-ce que j'active sa 5e année? De toute façon, sa 5e année, elle sera, faut savoir qu'elle sera quand même assez élevée. Hein. On sera sur, pas loin d'être sur du 15, au moins 15 millions, je pense, sur l'année. Donc, est-ce que je l'active ou est-ce que je lui donne un contrat tout de suite? J'ai envie de lui donner un contrat. Disons que là, il sort pas de sa meilleure saison. Et donc, est-ce que c'est pas justement l'opportunité de l'avoir pour 4 ans pour un peu moins cher que si là, il te pète une saison exceptionnelle et tu te retrouves à devoir lui filer un contrat à 25-30 millions par an. Après que Micah Parsons ait re-signé et probablement reset le marché. Donc, ouais, moi, j'ai envie de le garder. Je pense qu'il fonctionne bien dans notre système. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionnerait aussi bien dans un autre système parce que c'est beaucoup de sacs à l'effort. C'est pas des sacs qu'il fait en une seconde, tu vois, bim, comme ça, où il explose tout de suite, il bat son tackle tout de suite. C'est des sacs à l'effort. C'est-à-dire qu'il va continuer comme un chien. Il essaye à l'intérieur, il essaye à l'extérieur, machin, et hop, il va avoir le quarterback par derrière. Et donc, ça, généralement, c'est signe d'un très bon defensive end, mais pas d'un defensive end élite comme les Myles Garrett et les Nick Bosa ou même les TJ Watt en poste un peu différent, tu vois, qui peuvent te faire des stacks en une seconde 5, quoi. Donc, ouais, je suis un peu partagé là-dessus. Je t'avoue que c'est pas évident, c'est pas évident. Mais on a envie de le re-signer parce que George, on l'adore, quoi. C'est un joueur qu'on adore. Et, ouais, j'adore le gars, voilà, c'est ça, mais bon. Juste avant qu'on conclue, moi je voulais dire, Clément qui était avec nous dans le podcast les premières années, donc fan de Nebraska, qui tenait le compte Nebraska, donc il est plus actif, je crois maintenant. Il a dû arrêter. Mais Clément nous avait clairement dit, les gars, George, c'est un super choix. Par contre, il a vraiment beaucoup de mal d'aller conclure les sacs. Et ça se retrouve un peu en NFL, c'est ce qu'il disait, que par contre, il n'allait jamais rien lâcher, mais que pour aller jusqu'au bout, des fois, il manque un peu de technique avec ses bras, avec tout ça. Mais bon, ça reste quand même, il faut être pointilleux. À sa défense, ouais. Et puis à sa défense, Karlaftis, il était à Purdue, je crois, si je ne me trompe pas. Pour sa défense, à Purdue, il était double team à chaque match. Hein. C'était vraiment la star de la ligne défensive de Purdue. Donc, il était quand même double team à chaque match. Et c'est pour ça que quand il s'est retrouvé à être à côté de Chris Jones et de dire quoi? C'est pas moi qui vais être double team? Mais le mec, il revit, quoi. Parce qu'il a été double team toute sa carrière. Donc, quand il s'est retrouvé, il te fait une saison rookie exceptionnelle, quoi. Et non, moi, je suis d'accord avec toi. Un mec qui peut te jouer 100% des snaps en defensive end. Faut voir combien il demande. Ça dépend de la saison qu'il va nous faire. Faut voir combien il demande. Mais en tout cas, le bon point, c'est qu'il est encore très jeune, qui s'entend bien avec Chris Jones et avec le reste de la. Puis avec Spagnuolo. Avec Spagnuolo, ils s'entendent très bien. Tu le vois, combien de fois ils se prennent dans les bras, ils se parlent sur la sideline, mais combien de fois dans les matchs tu le vois, c'est tout le temps. Et juste pour conclure sur Karlaftis, moi, comme tu dis, Elvin, c'est un joueur, voilà, tu sais ce que tu as et tu sais que le mec, il lâche jamais rien. Donc, rien que pour ça, moi, je le re-signe ou je lui donne son option. À voir comment ça va s'arranger. Je pense que si on lui donne l'option de la 5e année, ça veut dire qu'on aura peut-être l'opportunité de le re-signer derrière. Bon, je pense qu'on a été complet sur cet épisode, Elvin. On va pas faire plus long, malgré tout. Juste finir. Eh ben, on va voir ce qui se passera le jour de la draft et on verra ce qu'on draftera. On n'y est encore pas. On s'y rapproche chaque jour. Elvin, je te remercie pour cet épisode. Donc, la petite instant promo, vite, rapidement. Vous pouvez nous suivre sur le compte HBTCFR pour tout ce qui est du podcast. Les adhésions sont toujours ouvertes pour l'association Kiff France. Vous avez toutes les infos sur le compte X KiffFR ou alors vous venez nous envoyer un mail ou nous envoyer, vous aurez tout dans la description dans le podcast ou sur le lien YouTube pour venir nous demander comment on fait. On vous transmettra tout ce qu'il faut. Voilà. Sur ce, il y a plein de belles choses qui se préparent avec le fan club de Chiefs France. Ouais. Exactement. On ne peut pas vous en dire plus, mais on s'y rapproche et vous verrez bien. On y va, on enchaîne Elvin, je te souhaite une bonne soirée. Le prochain épisode sur les linebackers et les defensive backs arriveront très prochainement. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Emilien,
Ne casse pas ton téléphone, t'inquiète pas, tu feras le prochain épisode avec nous. Ciao, bisous Emilien. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.